Mirror's Edge, vous connaissez? Non mais parce que c'est vraiment un jeu de fou. Un jeu de plateforme au mouvement fluide, pensé pour la vitesse, c'est genre exactement ce qu'on cherche en tant que speedrunner. Il est sorti en novembre 2008 sur console, puis en janvier 2009 sur PC, et encore aujourd'hui, sa communauté speedrun continue de trouver de nouvelles stratégies et d'optimiser les records. Alors moi du coup, j'ai voulu savoir comment on en est arrivé là. Et plus j'ai cherché, plus j'ai compris que l'histoire de ce speedrun est juste dingue. Donc, installez-vous confortablement, chopez-vous des petits snacks, voilà, parce qu'on est parti pour une histoire pleine de découvertes, de rebondissements et d'affrontements. Tout ce qu'un fan de speedrun aime en fait. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire du speedrun de Mirror's Edge. Notre histoire commence, surprenamment, dans la campagne autrichienne, où Faith Connor, l'héroïne du jeu, qui en a un petit peu marre de courir d'immeuble en immeuble, est venue se ressourcer dans la maison de son grand-père. Un matin, elle décide de monter au grenier, et en ouvrant un vieux coffre poussiéreux, elle va découvrir un objet qui va complètement bouleverser son existence. Cet objet, c'est une montre de la marque Holzkern. Faith en a jamais entendu parler, alors elle cherche sur internet. Donc, Holzkern est une marque de montres et de bijoux pour hommes et femmes, d'accord. Oh waouh! Elle vient de se rendre compte qu'elle a entre ses mains un objet unique, produit de manière responsable et éthique, et le tout à partir de matériaux naturels. Intriguée, Faith descend voir son grand-père et lui demande « Papy, elle vient d'où cette montre? Oh, tu l'as retrouvée. Jadis, c'est ta grand-mère qui me l'avait offerte pour la Saint-Valentin. Si je me souviens bien, la livraison et les retours sont gratuits, et tous leurs produits sont garantis 2 ans. C'est génial que tu l'aies retrouvée. C'était un cadeau très personnel qui m'avait beaucoup touché. Je l'ai porté pendant plus de 20 ans. Ce genre de matériau, ça s'use pas. Tu peux la garder si tu veux. » Merci, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et j'ai regardé leur site, il y a des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles et même des lunettes de soleil. Ça donne des idées pour le 14 février. Pour toute commande passée avant cette date, on reçoit un sac cadeau gratuit. Et oui Faith, tu viens de trouver le cadeau idéal pour ton ou ta partenaire. Et d'ailleurs, ce qu'elle sait pas encore, c'est qu'en cliquant sur mon lien ou en scannant ce QR code, puis en utilisant le code SKY, elle aura 15% de réduction sur toute la boutique. Mais bon, on la connaît, elle est pas du genre à rester assise dans un grenier très longtemps. Maintenant qu'elle a son nouveau porte-bonheur au poignet, elle est prête à retourner sur les toits de la ville, avec un style aussi solide que le bois de sa montre. Il a fallu attendre longtemps avant que quelqu'un se décide à poster une run any% du jeu, dans ce qu'on appelle le Story Mode. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le speedrun en 2008-2009, c'était bien moins populaire qu'aujourd'hui. Une discipline assez niche que peu de gens pratiquaient. Sur Mirror's Edge, les gens faisaient surtout des chapter runs, donc autrement dit une run d'un chapitre en particulier qui dure quelques minutes. Et c'est compréhensible, le jeu t'y pousse pas mal avec un chrono qui permet à tout le monde de suivre son meilleur temps et de le poster sur YouTube. L'autre raison, c'est que le jeu est super dur. Pas niveau platforming, mais plutôt sur ces combats où on meurt beaucoup et qui rendent une run complète infecte. En fait, le problème, c'est que beaucoup de passages se basent sur la chance. Est-ce que oui ou non, le jeu va être clément avec moi et va gentiment faire en sorte que ce garde rate son tir ? Du coup, c'est assez frustrant pour n'importe qui. Alors, les joueurs se sont surtout concentrés sur les chapter runs. Et ce qui aurait pu durer quelques mois va durer 3 ans. 3 ans sans aucune run any%, que ce soit console ou PC. Le premier qui s'est sérieusement penché sur la question, c'est un joueur du nom de Weatherproof. On n'a pas trop d'infos sur ce gars en fait. La seule trace de son existence, c'est cette run et un commentary écrit sur l'ancêtre de speedrun.com, Speed Demo Archive, ou SDA. Ouais, la plupart des premières runs qu'on va mater ont été ajoutées à SRC bien après leur publication originelle. Comme je te disais, Weatherproof explique que la mort est un vrai problème et qu'il a pris du temps à mettre au point sa route. Mais après 6 mois de travail et une trentaine de tentatives, il a enfin posté sa run. Le premier record du speedrun any% de Mirror's Edge en 1 heure, 2 minutes et 16 secondes. Mirror's Edge contient 10 chapitres, si on compte le prologue. Et comme il segmente le jeu, on va pas mal s'en servir, c'est pratique. Comme vous l'avez compris, on incarne Faith, une livreuse hors-la-loi qui va devoir innocenter sa sœur suspectée de meurtre. Évidemment, le mouvement est au centre du jeu, alors on fait en sorte d'être tout le temps mobile. Et donc, on évite constamment les combats, ce qui fait qu'on doit slalomer entre les balles et prier. À quelques exceptions près, Weatherproof suit la route pensée par les développeurs, et notamment les éléments rouges qui sont au cœur du jeu. À chaque fois qu'une caisse, une porte, une plateforme est rouge,
Elle indique le chemin à suivre. Après, en soi, le joueur a pas besoin de ça parce qu'il connaît sa route par cœur. Et d'ailleurs, pour un premier record, c'est vraiment clean. Le joueur court, saute, roule et grimpe les murs de manière fluide. Ça se sent qu'il a passé du temps sur son projet. En plus des dégâts des armes, il y a aussi les dégâts de chute qui sont relous. Face a les chevilles fragiles, donc faut faire attention aux hauteurs. Ou alors utiliser la toute première technique mise au point sur le jeu, le wall run kick. Après avoir couru sur le mur, le joueur donne un coup de pied, un kick, et ça va lui permettre de reset sa hauteur de chute. En gros, après le kick, il y a une sorte de petite plateforme invisible qui apparaît sous nos pieds pendant un très court temps. Juste là, on le sent visuellement. Du coup, le jeu pense qu'on a commencé à tomber d'ici plutôt que de là-haut. C'est pratique parce qu'on peut survivre à cette chute et éviter de passer par le bâtiment pour gagner 5 secondes. Une autre technique qu'utilise Weatherproof, c'est le wall boost. Si on wall run puis qu'on saute quelques frames plus tard, on gagne un peu de vitesse. Et d'ailleurs, plus on regarde le mur, plus on est rapide. Là, on sent que la technique est pas tout à fait au point, mais ça se tient. Le joueur voulait surtout finir une run sans mourir. Ici, Weather utilise la poubelle pour directement passer au-dessus de la barrière et skip 15 secondes de platforming sur les aérations. Arrivé à l'intérieur, le joueur utilise ce qu'on appelle un use glitch. Mirror's Edge permet à n'importe quelle action d'être liée à la molette. Donc, si je link la commande « Utiliser » à ma molette, le jeu va spammer une action par cran de molette tournée. Sauf que, dans ce contexte, ça sert à rien. Le jeu va juste utiliser le premier input et lancer l'animation, comme ici avec la valve. Mais si pendant le coup de molette, on fait une autre action, comme un slide, un saut ou un coup de poing, on peut déclencher l'utilisation de l'objet sans animation. Et ça, c'est hyper pratique à plein d'endroits et ça permet de gagner beaucoup de temps sur les valves et les ascenseurs. Comme j'expliquais, on passe son temps à se faire tirer dessus et on évite globalement les combats. Mais parfois, Weather prend le temps de tuer un garde, parce que plusieurs fois, il s'est fait one-shot dans d'autres runs. Il préfère jouer safe et aller au bout. C'est comme ici avec le métro, il attend 8 secondes son passage parce que son arrivée est un peu aléatoire et il veut pas prendre de risques. Niveau platforming, Weather fait quelques folies comme ici au-dessus de la barrière ou là pour éviter d'attraper les gouttières. Il skip aussi une bonne partie du centre commercial en grimpant ce mur. Un peu plus loin, le joueur va activer un bouton à travers le mur en scrollant sa molette parce que sa zone d'activation dépasse du mur, tout simplement. Et ensuite, Weather va faire quelque chose d'assez étrange. Il se laisse mourir. Mais en fait, c'est tout calculé, évidemment. Juste avant sa mort, il a touché un checkpoint en hauteur. Du coup, il peut réapparaître plus loin dans le niveau et gagner 30 secondes. C'est l'un des seuls vrais skips de la run découvert par The White Tutti en mars 2011. Pendant les premières années, les speedrunners communiquaient peu entre eux. Il y avait bien un Skype, mais la plupart du temps, les joueurs postaient leurs découvertes directement sur YouTube, et ils s'inspiraient les uns les autres. Un peu plus tard, Weather fait une grosse erreur. Il déclenche son use slide, mais sans faire exprès, il active de nouveau la valve. C'est vraiment con parce que c'est la seule valve du jeu qui déclenche une explosion dans le couloir, ce qui lui fait perdre 15 secondes. Dans ce conduit, le joueur skip une bonne partie du platforming en calant une roulade après sa chute. Elle reset sa hauteur, comme le kick, et ça lui permet de descendre sans dégâts. Sur le niveau final, survivre est vraiment difficile. Ça tire de partout et faut avoir de la chance. Weather détruit les serveurs avec l'arme du garde, puis fonce à l'hélico. Même sur le dernier saut, on peut se prendre une balle, mais Weather est chanceux et termine sa run. Et là, c'est silence radio pendant 9 mois. La run de Weather est clean, mais clairement améliorable, parce qu'elle utilise des mouvements de base et presque aucun glitch. Parce que ouais, dès 2008, dans les chapter runs, les joueurs ont trouvé plein de techniques. Et parmi elles, il y en a une qui est encore aujourd'hui absolument centrale dans le jeu. Cette technique, c'est le kick glitch. En fait, je t'ai déjà expliqué la moitié de la technique tout à l'heure. On wall run, on kick, puis une petite plateforme invisible apparaît sous nos pieds pendant une frame, ce qui reset notre hauteur. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que cette plateforme, on peut en abuser. C'est une collision, donc on peut sauter, rouler, glisser, frapper, tout ce qu'on peut faire au sol en fait. Cette plateforme s'appelle le grounded state, ou état au sol. Le premier kick glitch de l'histoire du jeu a été posté dès novembre 2008 par le joueur Someone0D. Kick and then jump again. This is really hard. Le mec filme son écran avec la cam de sa mère, dans une qualité pourrie, avec son frère qui fait des commentaires à côté. C'est si pur. À l'époque, clairement, il ne pouvait pas se rendre compte des conséquences qu'aurait sa découverte sur le speedrun de ce jeu. Dans sa vidéo, il spamme la touche saut après son kick, en espérant sauter à nouveau pendant le grounded state, et il explique que le timing est super dur. Sauf qu'après quelques temps, les joueurs ont grandement simplifié le kick glitch.
Comme pour l'action utiliser qu'on programme dans un sens de la molette, on relie le saut au sens contraire. Comme ça, après le kick, on donne un petit coup de molette pour spammer le saut et on est sûr qu'il va passer sur le grounded state. Et je vous cache pas que cette décision est vachement controversée en fait. Certains déclarent qu'on devrait pas pouvoir relier le saut à la molette, que ça rend le kick glitch simple alors que c'est un move skillé. De base, on n'a qu'une frame pour rentrer le saut. D'autres défendent le fait que la molette rend le speedrun plus accessible et donc plus populaire. Mais ce qui fait surtout débat, c'est l'utilisation de macros. Une macro, c'est un bouton qui va déclencher plein d'inputs. En gros, tu fais ton kick, puis tu déclenches ta macro qui spamme le saut sur toutes les frames. Comme ça, t'es sûr de réussir ton kick glitch, et après, tu désactives ta macro. La seule raison pour laquelle c'est autorisé, c'est à cause de la souris Logitech G502. Elle a une molette qui tourne à l'infini et qui avantage beaucoup les joueurs qui l'ont, puisque c'est bien plus simple de caler un kick glitch avec. Que ça dénature le jeu ou pas, les règles actuelles sont ce qu'elles sont. Et les 9 mois de trou après la run de Weatherproof sont pas anodins. On va vite comprendre pourquoi. En janvier 2013, Split Games poste une run. Un nouveau record en 51 minutes 36, soit 11 minutes plus rapide que Weather. Et cette run, pour l'époque, elle est zinzin. Le premier changement majeur, c'est la présence du kick glitch partout. Il l'utilise notamment pour sauter au-dessus de ce trou. Par rapport à Weather qui faisait tout le tour, il gagne 15 secondes. Il gagne aussi 15 secondes supplémentaires en sautant au-dessus de cet autre trou, au lieu de faire le tour. Split Games utilise aussi beaucoup plus le sidestep. C'est le fait de changer de direction à 90 degrés, ce qui permet de partir tout de suite à vitesse max, au lieu d'accélérer doucement sa course. En termes d'exécution, cette run a plus d'erreurs, et plus de morts. Mais le jeu est tellement basé sur le mouvement qu'on gagne des minutes en conservant sa vitesse. Ici par exemple, il prend un raccourci et utilise un kick glitch pour directement rejoindre les échafaudages. Il est tellement rapide qu'à la course du chapitre 2, il court collé au grand méchant, Jackknife, qui est obligé de se téléporter pour garder un semblant de difficulté. Mais à côté du mouvement, on a les glitches. Et c'est surtout pour ça que cette run est bien plus rapide que celle de Weather. La run de Split Games présente 3 gros out of bounds, ou OOB, c'est-à-dire des moments où le joueur sort des limites du jeu pour rejoindre plus rapidement la suite. Le premier OOB, Chapter 4 Skip, consiste en la montée de ce panneau, ce qui permet d'atteindre le toit du bâtiment. C'est pas du tout prévu par le jeu, tu vois, il manque des textures de partout. Le joueur s'accroche et se laisse tomber. Il touche alors un checkpoint, vous voyez ici, il y a un petit symbole sauvegarde qui apparaît. En retournant au menu puis en rechargeant sa partie, il apparaît dans le bâtiment après le boss de la zone qui prend normalement 3 plombes. On a gagné 1 minute 15. Au chapitre 6, Split Games va gagner 30 secondes en abusant encore une fois du grounded state. Après avoir grimpé ce mur, il se laisse tomber sur une barrière en contrebas. Le truc, c'est que la collision de cette barrière est bien plus haute que visuellement. Du coup, ça lui permet de rouler dessus, ce qui reset ici sa hauteur pour lui permettre d'atteindre le sol sans mourir. C'est le factory skip. À partir de là, il est hors limite, donc il fait ce qu'il veut. Et en l'occurrence, il va passer à travers plusieurs bâtiments et complètement faire glitcher son écran pour finalement se retrouver dans l'entrepôt. Tu sais, l'endroit où Weather avait activé le bouton à travers le mur. D'ailleurs, Split fait pareil et finit tranquillement le chapitre. Juste après ça, il rejoint le bateau. Et c'est clairement le niveau le plus cassé des 3. Dans cette zone, on passe normalement plusieurs dizaines de secondes dans un camion à rien pouvoir faire, puis on doit traverser toute la zone du bateau. C'était là où Weather était mort volontairement pour réapparaître plus loin. Après le bateau, on doit se battre contre Céleste, et le combat est long parce qu'on est limité dans les coups qu'on peut lui porter. Après une course-poursuite, on entame la deuxième partie du combat, et une fois remporté, c'est la fin du chapitre. Mais, et si je te disais qu'on pouvait skip quasiment tout, en fait? Ouais, c'est le début des ennuis. Voici le bot skip. Hört sich an, als könnte so ein Wunderpassagier spielen, Fred. Schnell, bevor er weiterfährt. Et voilà, on a touché un checkpoint qui nous amène directement à la deuxième partie du combat contre Céleste. Ouais, c'est vraiment pété. Surtout que passer en OOB est pas spécialement difficile. Il y a juste ici où faut faire gaffe parce que la route a pas de collision, mais un petit kick glitch et c'est réglé. En soi, la partie la plus difficile du bot skip, c'est la montée de cette barrière. D'ailleurs, Split s'y reprend à 6 fois.
Mais ça vaut le coup parce que le skip fait gagner plus de 3 minutes. J'aimerais juste mentionner quelque chose avant de continuer. En fait, il existe déjà une vidéo similaire à la mienne, réalisée il y a 4 ans par Black Belt. J'ai décidé de pas la regarder pour pas être biaisé et faire mes propres recherches. Mais en lisant les commentaires, j'ai appris un truc super drôle. En fait, pendant la première de la vidéo, il y a ce joueur, Nulaft, dont on va reparler plus tard d'ailleurs, qui a avoué que Split Games, en fait, c'est lui et son pote Bazman. Pendant la run, ils se passaient la manette après chaque chapitre. Est-ce que ce record est legit du coup ? Bah franchement, ouais, on s'en fout. On s'en fout parce que seulement 19 jours plus tard, le record est battu par un certain Oven Donkey. Oven a commencé à jouer dès 2009 sur sa PS3 et il était super bon. Pendant une période, il avait tous les records des 10 chapitres du jeu. Et finalement, en 2012, il se met à la version PC après avoir dû régler 2-3 soucis visuels. C'est donc fin janvier 2013 qu'il poste une run en 48 minutes et 14 secondes, 3 minutes plus rapide que la run de Nulaft et Bazman. Et là, on va accélérer un peu, parce qu'il y a pas mal de techniques communes avec la run précédente. Oven utilise encore plus le kick glitch. Ici, et là, pour skip des tyroliennes, ou encore là, pour grimper directement le mur. À chaque kick glitch, on cut un saut, une plateforme ou un trou qui nous ralentirait. Mais Oven, c'est aussi un glitch hunter, quelqu'un qui recherche de nouveaux bugs pour gagner du temps. Du coup, il a ajouté l'une de ses propres découvertes à sa run, le Chapter 2 Skip, pour directement rejoindre les égouts sans passer par le gros trou avec les poutres. Voilà, là, il vient de gagner une dizaine de secondes. Aussi, il gagne 1 minute en utilisant une version améliorée du Chapter 4 Skip dont on a parlé. Au lieu de grimper le panneau pour rejoindre le toit, Oven utilise des kick glitch pour descendre dans la rue sans mourir. Ensuite, il court jusqu'à un point précis et active le checkpoint suivant, qui le place encore plus loin dans l'histoire après son aller-retour au menu. Au chapitre du bateau, Oven commence à réaliser des chains. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. Au moment du Grounded State, parmi toutes les possibilités qu'on a, on peut enchaîner sur un autre kick glitch s'il y a un mur à dispo. Et ainsi de suite. 3 kick glitch, 4, 5, autant que possible pour atteindre un checkpoint ou une plateforme au loin. Mais chaque chose en son temps, on met les chains dans un coin de notre tête parce qu'on va y revenir. Ici, Oven enchaîne 2 kick glitch pour rejoindre le toit du bâtiment. Sur la fin, Oven meurt plusieurs fois, mais avec les 5 minutes d'avance sur son précédent record, il peut terminer sa run sous les 50 minutes. 15 jours plus tard, le record est repris, et encore une fois, c'est un joueur différent. Un Norvégien du nom de Floops. Et ce mec maîtrise Face comme jamais. Les 4 minutes 20 qu'il gagne sur Oven, c'est principalement avec du mouvement. Regardez ce passage par exemple. Floops met clairement une vitesse à Oven avec moins d'erreurs, des trajectoires plus précises et plus de mouvements avancés. Mais Floops fait encore pas mal d'erreurs. Il meurt plusieurs fois et surtout vers la fin de sa run, il perd 30 secondes super bêtement. Après avoir échappé aux gardes dans le parking, le joueur fonce aux ascenseurs et scrolle sa molette pour activer le bouton. Sauf que ce qu'il sait pas encore, c'est qu'il va devoir retourner à son dernier checkpoint dans une dizaine de secondes. Mirror's Edge a beau autoriser les inputs molettes, il les assume pas trop. Si tu spammes trop le use glitch, t'as une chance d'être bloqué dans un état comme celui de Floops, où tu peux plus sauter, plus glisser, plus rien faire en fait. C'est terrifiant pour n'importe quel runner. Faut garder en tête que trop de molettes ou de macros égale softlock potentiel. Bref, malgré tout, Floops termine sa run en 43 minutes et 54 secondes. Il faudra 2 mois à Oven pour améliorer le record de 30 secondes. Dans sa run, il a su corriger toutes les erreurs de son précédent record. Aussi, au chapitre 6, son setup pour le Factory Skip est presque 10 secondes plus rapide, mais bien plus risqué que de s'accrocher au rebord. Mais Oven, il va pas profiter du trône très longtemps, et surtout, ce sera son dernier record dans l'histoire du jeu. Parce que, parmi ses quelques concurrents, il y a une nouvelle tête. Et en l'espace de 3 mois, ce gars va complètement détruire le record. Mais quand je dis complètement, c'est qu'en juillet 2013, il va passer sous les 40 minutes avec un 39-26. Et ce joueur, c'est Zubmit.
Entre mai et juillet 2013, Zubmeet va battre 8 fois le record. Et on sent que pour l'époque, il avait une longueur d'avance. Le joueur prend des risques et utilise des stratégies qui d'habitude sont seulement faites en chapter run. Ici par exemple, Zubmeet utilise le couch skip, un raccourci connu depuis 2010 et faisant gagner 15 secondes, mais super risqué parce que Face est en équilibre sur une plateforme pas vraiment pensée pour être utilisée. Aussi, le kick glitch est vraiment devenu le moyen principal de déplacement du runner. Zubmeet l'utilise à plein d'endroits pour prendre un max de vitesse. Là par exemple, il peut directement descendre dans la rue au début du chapitre 5, ce qui fait gagner 23 secondes. Niveau out of bounds, le chapitre 4 a encore évolué avec un nouveau moyen de skip le boss. Cette fois-ci, Zubmeet part sur la droite et utilise le grounded state pour descendre. Il meurt en touchant un checkpoint, ce qui le place un peu plus en arrière dans le niveau par rapport à l'ancienne méthode, mais comme c'est beaucoup plus rapide à faire, il gagne 30 secondes. Bref, le sub 40 de Zubmeet est terrifiant. Ces erreurs se comptent sur les doigts d'une main. Une mort au chapitre 2, environ 6 secondes, un tir de sniper raté au chapitre 8, 2-3 secondes, et ce skip chapitre 9 qui lui fait perdre environ 8 secondes. Mais sinon, la run est fluide et semble vraiment imbattable. D'ailleurs, Zubmeet lui-même décide de faire une pause. Le joueur va poster cette run sur Speed Demo Archive, ce qui va mettre en avant sa vidéo qui a aujourd'hui plus de 3 millions de vues. Alors, les mois vont passer, et aucun nouveau record n'est inscrit. Il y a bien quelques nouveaux arrivants comme T-Stubby ou Azorae, mais personne n'arrivait à la cheville de Zubmeet. Et comme Oven et Floop semblaient aussi avoir arrêté de jouer, plus le choix, fallait trouver de nouveaux glitches pour détrôner Zubmeet. C'est un travail d'équipe de toute façon. Sans ces gens de l'ombre, la run serait pas ce qu'elle est. Et dans les mois suivants, ce que la commu a découvert a clairement changé la donne. Le 29 août 2013, Lembo et Greystar découvrent un glitch au chapitre 1. Après être descendu dans cette salle verte, le jeu décharge tout ce qu'on vient de traverser. Donc, si on remonte avec un kick glitch, on sort des limites et on se retrouve dans un environnement buggé. Avec un autre KG, on peut rejoindre la pente vers la suite du niveau. On gagne 17 secondes en évitant de traverser les ventilations. Un mois plus tard, Greystar découvre le sniper skip. Avec des wall climb précis, on peut encore une fois OOB et bunny hop pour rejoindre l'autre côté de la zone des snipers. Normalement, faut faire tout le tour et ça fait gagner 10 secondes. Greystar a vraiment marqué cette période de découverte parce qu'au chapitre 3, il ajoute 25 secondes de time save avec le lamp skip. En s'accrochant à la lampe, on part en OOB pour aller toucher un checkpoint et skip l'event. En janvier 2014, Newlaft découvre le Newlaft Clip, ou Chapter 5 Skip. C'est un glitch pourri. Il est incompréhensible même aujourd'hui, 12 ans plus tard. En grimpant ce panneau bleu, Faith peut glitcher dans le plafond et rejoindre l'étage du dessus. Mais c'est complètement aléatoire. On gagne 15 secondes et surtout, on évite de faire le difficile couch skip. Mais Newlaft s'arrête pas là. Un mois plus tard, il découvre Ventrium, qui ressemble un peu au sniper skip ou au lamp skip. En gros, il arrive à monter jusqu'au plafond de cette salle du chapitre 8, puis à s'accrocher pour sortir des limites. Du coup, il évite de lentement marcher dans les vents et il peut toucher un checkpoint pour directement arriver au niveau du sniper. On gagne environ 20 secondes. Et pour finir, le glitch le plus intéressant et impressionnant de tous, le Bef Skip. Ok, donc au chapitre 9, le dernier du jeu, on peut faire glitcher cet ascenseur qui dure normalement 3 plombes. D'ailleurs, Bev Skip, ça vient du fait qu'on évite d'écouter la pub pour une boisson qui est diffusée dedans. Bev pour beverage, ou boisson en anglais. D'abord, on use glitch pour activer le bouton dans l'ascenseur, mais à travers les portes, avant qu'elles s'ouvrent. Du coup, une fois dedans, les portes restent ouvertes et on peut sortir. Avec un angle et une trajectoire précise, on peut atterrir ici, plus loin dans le niveau. Le truc, c'est qu'il faut attendre que l'ascenseur arrive à destination, parce que là, Face est dans un état spécial où elle peut plus sauter. Ce glitch a été découvert par Oven Donkey en janvier 2014, et il fait gagner 24 secondes. Bon, je sais, beaucoup de découvertes, beaucoup de nouveaux noms, mais globalement, faut comprendre que là, il y a 1 minute 30 de time save potentiel pour dépasser Zubmeet. Le 3 janvier 2014, Rigurt va poster une nouvelle run, un 40-45. Bon, le problème c'est que j'ai aucune trace de son enregistrement à cause des suppressions de vidéos par Twitch. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ce 40-45, en réalité, c'est un 37-37.
Mais alors, pourquoi cette différence ? À partir de 2014, les autosplitters se sont démocratisés en speedrun. En gros, dans ton timer, ta run est découpée en plein de morceaux, des splits. Et normalement, on appuie sur une touche à la fin d'un segment pour passer au suivant. Mais avec AutoSplit, c'est le jeu qui le fait tout seul. À côté de ça, les différences de chargement entre les joueurs commençaient à poser problème. Pour certains, un retour au menu pouvait durer 2 fois plus de temps par rapport à d'autres. Pareil pour les ascenseurs, le temps pouvait varier entre 2 configs. Ça a créé une injustice entre les joueurs. Comme pour la Logitech G502, tu vois, on ne devrait pas obliger un runner à investir dans un PC pour être dans le top. Du coup, les modérateurs de speedrun.com ont pris une décision. À partir de maintenant, on arrête de compter les chargements. Autosplit peut les traquer et ensuite les supprimer du temps final. Voilà comment un 40-45 devient un 37-37. Oui, c'est du temps retiré artificiellement, mais attends de voir la suite. En avril 2014, Floops poste un 38-26. Sans les loads, c'est un 36-01. Donc même sans autosplit, il a battu d'1 minute le temps de submit. Dans sa run, il utilise plusieurs des nouvelles techniques découvertes les mois précédents. Chapter 1 skip, Lem skip, Bev skip et Sniper skip. Il a tenté le no left clip, mais c'est pas passé. Trop random. Si on additionne les time saves, ça fait 1 minute 20, pour un record d'1 minute. Ouais, Floops fait pas mal d'erreurs dans sa run. Ici, il perd même 20 secondes en mourant. Alors, il le sait, son record est fragile. Et en plus de ces erreurs, il y a quelques strats qu'il n'a pas utilisées. 2 mois plus tard, le sub 36 est franchi par un joueur de Chapter Run déjà très chaud sur le jeu, Rek. Pour la première fois, on joue la run en difficulté facile. Depuis le début, les joueurs étaient en normal parce que les Chapter Run se débloquaient avec cette difficulté. Du coup, par souci d'égalité, ils l'avaient conservé pour le story mode. Mais en soi, rien ne nous empêche de passer en facile. Déjà, ça supprime totalement la peur de mourir à cause des gardes, et aussi ça permet de tuer Céleste 5 secondes plus rapidement, puisqu'il y a moins de coups à donner. La run de Rek est clean, malgré quelques erreurs. Il utilise les mêmes stratégies que Floops, mais il n'a pas tenté le no left clip, trop random, et le Ventrium. Pendant le reste de l'année 2014, Rek et Floops vont s'échanger le record en optimisant de plus en plus les mouvements et en supprimant les erreurs. Rek inscrit le premier sub 35 en novembre, puis Floops le premier sub 34 en décembre. Finalement, c'est Rek qui gagnera ce combat mi-décembre avec un 33-21. Depuis la grosse phase de découverte fin 2013, la run n'a pas beaucoup bougé en fait. Le seul ajout, c'est le Maul Beamer, qui est juste une version plus simple, plus rapide et plus consistante du no left clip. Dans son 33-21, Rek rentre tous les skips connus et surtout, il est le premier à utiliser Ventrium dans une run. Pendant cette année 2014, le leaderboard s'est énormément développé. Mirror's Edge est passé à la JDQ, la plus grosse convention speedrun du monde, et a inspiré plein de nouveaux joueurs à s'y intéresser. Mais alors, qui de Floops, Black Belt, Chillmaster ou Kishling va reprendre le record à Rek ? Aucun d'entre eux en fait. À la place, un nom bien connu va refaire surface après 1 an et demi d'absence. Ça y est, Submit est de retour. Le 16 décembre 2014, Submit inscrit un 33-19, soit 2 secondes de gagné sur Rek. Il y a quelques erreurs minimes, mais en vrai la run est super clean. Submit a su rattraper son retard en apprenant et exécutant toutes les stratégies connues de l'époque. 5 jours plus tard, Rek riposte avec un 33-01. Sa seule erreur, c'est une double mort qui lui fait perdre 13 secondes. Il est passé à 2 secondes du sub 33. Alors, quelques jours plus tard, on pourrait penser qu'après cette nouvelle barrière de franchie, Submit prendrait une pause. Mais le truc, c'est qu'il va pas du tout s'arrêter là en fait. Pendant le reste du mois, il va enchaîner les records. Le 15 février 2015, il lance une run, et arrivé à la moitié, tout le monde sur le live l'a compris. Elle est absolument insane. Au chapitre 6, Submit a 48 secondes d'avance sur son record précédent, un 32-37. Ça veut dire que s'il conserve cet écart, il part pour un potentiel 31-49. Le premier sub 32. Should I do the hardcore strat here at the end? Yeah, but I want that sub 32. I think I need to do infinite wall climb. Le joueur veut tout tenter, même les techniques les plus hardcore. Alors, arrivé dans cette salle du chapitre 8,
a vent near you? Quick route to the sniper position. That was... Oh! Damn it! Peut-être trop gourmand, Submit a perdu 20 secondes en tentant de monter avec des wall climbs. C'est un truc que les runners évitent la plupart du temps. C'est super dur et précis, surtout dans cette zone où les murs sont capricieux. Finalement, il termine sa run en 32 minutes et 16 secondes. Sans cette erreur, ça aurait été le premier sub 32. Comme il y a 1 an et demi, Submit vient d'enchaîner les records et il a 45 secondes d'avance sur Rek. Alors, est-ce qu'une nouvelle phase de découverte doit s'imposer pour rivaliser avec lui et potentiellement inscrire le premier sub 32 ? Non. Non, parce que seulement 11 jours plus tard, Rek va reprendre le record en inscrivant un 31,50, la première run sous 32 minutes. Et pour ça, il utilise 2 nouvelles stratégies découvertes en début d'année. Déjà, on a le Canal Skip, ou Canoli, une stratégie trouvée par Rek qui permet de passer en OOB plus vite au chapitre 2. En fait, on remplace le Chapter 2 Skip que les runners avaient pris l'habitude de faire, mais qui est plus loin dans le niveau. En montant sur les hauteurs des canaux, puis avec une chain, on peut aller toucher le même checkpoint, celui des égouts, et gagner 40 secondes. La seconde technique, en fait, c'est une version améliorée du Bev Skip, renommée le Super Bev Skip. Rek utilise le slow motion activable en jeu pour partir dans un angle précis et toucher un checkpoint plus loin dans le niveau. En rechargeant la partie, on arrive directement au niveau du Sniper Skip. C'est super intéressant parce qu'on évite d'être bloqué dans l'état ascenseur et de traverser l'event, 30 secondes de gagner. Mais en réalité, la run de Rek est bien moins fluide que celle de Submit. Pour 1 minute de time save, il a battu le record de 26 secondes. Donc ouais, il y a plein d'erreurs et il meurt plusieurs fois. D'ailleurs, il en est conscient. En description, il considère le sub 31 comme la run parfaite. Alors les mois suivants, Rek va continuer de jouer. Même sans adversaire direct, il reste motivé. Et le 8 juin 2015, il va atteindre son objectif. Les seules différences notables avec son sub 32, c'est ceux qui glitch pour descendre plus rapidement, ce skip des gouttières en grimpant, et ce clip dans la server room découvert par un modeur du jeu, Keku. On peut skip le fait de prendre l'arme du garde pour détruire les serveurs et à la place, grimper directement ce mur. Ça fait gagner 4 secondes. Et pour le reste du temps gagné, décager dans les couloirs dès que c'est possible pour un max de vitesse, et une seule erreur, une mort qui lui fait perdre 13 secondes. 1 mois avant ce record, Rek avait posté une vidéo parodique utilisant le bien connu mème Issou. Ouais bon, c'était l'époque. Dans les sous-titres qu'il a ajoutés, il vanne un autre joueur, Walrus, disant qu'il perd son temps à essayer de reprendre le record et qu'il ferait mieux d'aller jardiner. Ok, mais alors, c'est qui ce Walrus ? Walrus, c'est un joueur qui a commencé Mirror's Edge fin 2014, juste avant le comeback de Submit. Bon, avec ses premières runs, il était top 12, c'était pas spécialement menaçant. Mais au fil des mois, il a rapidement progressé, si bien qu'en mai 2015, il passe top 2 en dépassant le 32-16 de Submit. Pour le coup, la vidéo de Rek était juste une blague. Les 2 joueurs se respectaient et après le départ de Submit, Rek était content d'avoir un adversaire motivé. Alors dans les mois suivants, il va redoubler d'efforts. Le 6 juillet, un 30-48. Puis le lendemain, un 30-45. Clairement, la course au sub 30 était lancée, et de son côté, Walrus va poster son premier sub 31 le 19 août. Alors le lendemain, Rek démarre une run, et très vite, elle semble extrêmement prometteuse, notamment grâce à quelques nouvelles techniques. Depuis février, la communauté avait mis au point une stratégie dans les ascenseurs, appelée l'Elevator Clip. Tu te souviens de l'état spécial dans lequel est FaZe dans un ascenseur ? Le moment où elle peut plus sauter. C'est notamment pour ça qu'on devait attendre dans l'ancienne version du Bev Skip. Et en gros, si tu sautes dans un coin de l'ascenseur, puis que tu fais un 180 et un use glitch, FaZe rentre dans ce fameux état spécial, mais le jeu sait plus où la mettre, donc elle glisse jusqu'au plafond. À partir de là, on est out of bounds, donc on peut sortir de l'ascenseur plus tôt. Parfois, le niveau a pas fini de charger, comme ici au chapitre 2. Alors on doit attendre, puis on attrape la tyrolienne dès que possible. Là, ça fait gagner qu'1 seconde, mais au chapitre 5, on peut grimper la barrière 5 secondes plus tôt. Au chapitre 3, Rek rentre le Crane KG,
un kick glitch ultra précis trouvé par EasyFly 1 an plus tôt. Ça permet de gagner 20 secondes parce qu'on évite d'escalader les grues. Au moment de sa découverte, en août 2014, la technique semblait trop précise pour une run, mais depuis un mois, Rek la tente à chaque fois. Le dernier changement, nommé le truck bang, c'est ce suicide volontaire au moment du tir de sniper. Quand on respawn, le camion qu'on doit viser est déjà apparu derrière le bâtiment. On peut tirer plus tôt et gagner 8 secondes. Avec ses 40 secondes de time save, Rek a déjà 27 secondes d'avance en arrivant au chapitre 4. Mais dans le couloir du métro, il va se passer quelque chose d'inattendu. Rek se prend un train et perd instantanément 19 secondes. Le souci, c'est que déjà, il a eu une malchance incroyable, parce que jamais un train passe aussitôt normalement. Et en plus, c'est l'unique erreur de sa run. Tout le reste du mouvement est absolument parfait. Du coup, Rek finit sa run en 30 minutes et 5 secondes, dégoûté d'avoir raté le sub 30 à cause d'un train random. Et après cette run, il va faire une pause, ça se comprend. Mais la course au sub 30, elle est pas terminée, elle. Et avec Rek de partie, j'imagine que t'as déjà compris qui allait la remporter. La run de Walrus est strictement la même que celle de Rek, mais sans l'erreur du train. Après le sub 30, Walrus, Rek et le top 3, Philotrax, vont relâcher la pression. Si de nouvelles découvertes sont faites, alors ils se remettront au travail pour prendre le record. Mais parfois, il n'y a pas besoin de nouvelles découvertes. Il y a juste besoin d'oser. D'oser ajouter à sa run une technique connue, mais considérée trop dure pour les 10%. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Chapter 3 Skip. Donc ça, c'est le Chapter 3 Skip, ou plus communément le 3A 3C Skip, parce qu'il permet de passer du checkpoint A au checkpoint C du niveau. La technique est un mélange entre la montée précise de ce mur, puis une chain pour aller toucher un checkpoint au loin. Ce skip, il est connu depuis mars 2015, mais personne n'osait vraiment l'ajouter à sa run. Enfin, jusqu'à ce que Philotrax, en mars 2016, décide qu'1 minute 15 de time save, ça vaut quand même le coup. Avec ce skip, Philotrax, Walrus et Rek vont tous les trois reprendre le record entre mars et décembre 2016. Mais pendant ce temps-là, en septembre, Rek découvre un autre skip au chapitre 1, le Pedestrian Skip. Avec un elevator clip, on peut sortir des limites du jeu et rejoindre ce haut mur invisible. Pour l'atteindre, on profite d'un effet similaire au kick glitch, l'elevator bounce. Quand Face quitte son état ascenseur, on a une frame de grounded state où on peut sauter. Après un parcours précis, on rejoint un checkpoint et, toujours pareil, on quitte puis on recharge la partie. On a gagné 12 secondes. Finalement, le but des 3 joueurs, ce sera de rentrer une run contenant 3A 3C Skip, Pedestrian Skip et le Crane KG, qu'ils évitaient encore au vu de sa difficulté. Et c'est Philotrax qui va finalement y arriver avec un 28-20 le 15 août 2017. Le mec avait 14-15 ans à l'époque, c'est ultra impressionnant. Quelques semaines plus tard, Philo présentera la run pendant un live sur la chaîne de la JDQ, et malheureusement, ce sera la dernière run qu'il postera. Et donc on pourrait penser que pour Walrus et Rek, la voie serait libre pour le premier sub 28. Mais non. Non, parce que pendant 2 ans, aucun nouveau record ne sera inscrit. Bon, en soi, les périodes de trous, c'est commun en speedrun. Il n'y a plus de nouvelles découvertes utilisables en run, alors les joueurs prennent une pause. Aussi, Philo avait pris une belle avance de niveau, et ça en avait découragé certains. Pendant cette période, ils vont surtout travailler sur une run segmented. C'est comme le BTT de Mario Odyssey. On découpe la run en plein de morceaux qu'on assemble pour déterminer le meilleur temps théorique. Et ce temps, il est de 22 minutes 40. Soit presque 6 minutes plus rapide que le record. Mais c'est pas comparable. En segmented, on utilise toutes les stratégies possibles, et beaucoup d'entre elles sont juste pas concevables en run. Ça, c'est le top 10 au moment du record de Philo. Et ça, c'est le top 10 2 ans plus tard. Résultat, Walrus ne run plus, Rek a fait une pause d'1 an et demi avant de revenir battre son record d'une 30aine de secondes,
Et pour les autres, c'est soit de l'inactivité, soit des records de maximum 1 minute. Mais malgré tout, il y a un nom qui se démarque. Vauthième. Vauthième y joue depuis 2015 et comme les autres, en 2017, il a plus ou moins arrêté de jouer à cause des cours notamment. Mais en janvier 2019, il a su améliorer son record de 30 secondes en seulement 2 jours. Ce record d'ailleurs, c'est un 28-20, comme Philotrax, mais 0,8 secondes plus lent. Oh my god, dude. Dedans, il tente même pas le Crane KG d'ailleurs, donc il a 20 secondes de time save en moins. Puis les mois passent et toujours pas de nouveau record. Mais en août 2019, Vauthième revient. Et après quelques jours, mais Vauthième n'est pas convaincu. Le sub 28 est tout proche, alors toute la semaine, il va continuer ses tentatives. Le 10 août, il lance une run et arrivé au chapitre 9, son meilleur temps possible est de 27 minutes 58. Vauthième a une seule seconde de marge pour rentrer le premier sub 28 de l'histoire. Alors, il va pas bien jouer le chapitre 9. Il va le jouer comme il l'avait jamais joué avant, rentrant à la fois un nouveau meilleur temps pour ce niveau et son 27,58. Le plus fou, c'est que dans cette run, il meurt 2 fois. Ici, il rate la Chase Chain, une chain connue depuis des années mais d'habitude jamais utilisée en run car beaucoup trop risquée. Et plus loin, il rate Crane KG. En tout, c'est 33 secondes d'erreur. Mais sa maîtrise de face est tellement supérieure qu'il a su rentrer ce sub 28. Sur le Discord, Vauthième déclare que le sub 27 n'est pas impossible. Et là, c'est de nouveau le calme plat jusqu'en mai 2020. Pour la deuxième fois, la communauté organise un tournoi nommé le Mage Tournament, où 32 runners s'affrontent en 1 contre 1 pour élire un gagnant. En 2016, lors du premier Mage, Vauthième avait perdu en finale face à Walrus. Donc, durant tout le mois de mai, il s'entraîne. Et pendant son tout premier stream de reprise le 18 mai, il va inscrire un nouveau record, un 27-41. Dans cette run, il réussit du premier coup la Chase Chain et Crane KG. Avec ce nouveau record en poche, Vauthième est convaincu de remporter le match. Mais en demi-finale face à Eki, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. And it looks like No Heck is crane. not going for cranes. So this is really going to be up to how well Vo does this. So let's see. First try. Reaction time. It looks like a good. Oh No. the wall Too run late on doesn't the get it. That's Okay. fine though. He can still come out ahead, I think. Let's see. Second try from Vo, perhaps. This is a really scary trick as we repeat over and over again. And the wall run is bad again. Who knows how long Vo is going to end up here if he doesn't get it. That looks better. No, Oh, that's too low. Wow. Après ses erreurs sur Crane KG, Vauthième abandonne et vient de perdre plus d'1 minute 30. Not a lot of Absolutely mistakes. insane run from Hecky. Honestly, I'm super impressed. Well done. Hi, Hecky. Congratulations, Hecky. Congratulations on the win. Wait, what? You You won. won. Hecky won by 22 seconds. It was Oh. really close. What the what happened? What did you do, dude? Wait, let me guess. I don't know. 31:30 is not bad. I spent it's like a not. minute choking cranes. That's all I can really think Ah, of that I messed okay. up. That's it. Eki est surpris. Et en même temps, lui, il est 5e en Any%. Il était persuadé de perdre face à Vauthième. Eki finira par gagner le tournoi face à Black Belt, tandis que Vauthième terminera 3e. Ensuite, l'activité va de nouveau baisser. Vauthième reprendra les cours et ira speedrun Dishonored, et on n'aura plus de nouveaux records pendant 1 an et demi quand même. Sauf que, pendant cette période, il y a une vieille tête qui va refaire surface. Rek. Rek va PB 2 fois, et la deuxième c'est un 27-46, seulement 5 secondes plus lent que Vauthième. Alors en novembre 2021, notre top 1 décide de revenir. Et dès son 2e jour de stream, There we go. New world record, baby. Vauthième gagne 8 secondes dans les égouts avec une nouvelle route, mais en perd 14 à cause d'une mort stupide au chapitre 9. What? Alors, il s'arrête pas là, et 2 jours plus tard, il cale un 27-11. Sa seule erreur, c'est d'avoir raté 4 fois de suite le Maul Beamer, soit 10 secondes de perdu.
Alors, Vauthième continue de jouer pendant tout le mois de novembre. Sa routine, c'est de stream dès le matin, 4 heures de suite. Le sub 27 est là, à portée de main, et il veut surtout pas que quelqu'un d'autre s'en empare. Et finalement, le 28 novembre 2021, il se sera quand même écoulé 2 ans et 3 mois entre le premier sub 28 et le premier sub 27. La run de Vauthième n'est pas parfaite, il doit y avoir 10-15 secondes d'erreur, mais ça a suffi. Son prochain objectif, parce que oui, il en a un, c'est de passer sous les 26 minutes et 54 secondes. Parce que ce temps, c'est celui de la seconde run segmented, créée par Rec presque 8 ans plus tôt. Alors, Vauthième continue de jouer, et 2 semaines plus tard, il poste un 26-55. 2 secondes plus lent que son objectif. Mais après ça, le joueur va disparaître à nouveau en fait. Faut comprendre qu'à ce stade d'optimisation, l'Any% de Mirror's Edge est devenu infernal. Maintenant, chaque chapitre présente ses techniques, et de plus en plus de chains sont devenues obligatoires pour prendre le record. Quelques années auparavant, elles étaient juste inconcevables en run. Alors, le 13 août 2022, Vauthième déclare se retirer officiellement de l'Any%, expliquant que cette marge d'optimisation lui prend trop d'énergie. Pendant l'année et demie suivante, aucun nouveau record ne sera inscrit. Mais attention, ça veut pas dire que le jeu a été déserté. Au contraire, pendant cette période, il y a 3 joueurs qui ont doucement su baisser leur temps et qui sont maintenant au coude à coude pour la première place. Et ces runners, ce sont Walrus, Silversea et Phoenix. Ça faisait depuis juin 2017 que Walrus n'avait pas run. Il avait quitté la commu après son dernier record, un 28-36. Mais en novembre 2022, il a fait son comeback. En quelques mois, il a su se mettre à jour sur les stratégies, et maintenant, il est 3ème avec un 27-25. En 4ème position, on trouve Phoenix, et lui, contrairement à Walrus, c'est vraiment un genou. Il a commencé à run en avril 2021, et après 2 ans d'activité constante, il est 4ème. C'est assez impressionnant. Et enfin, en seconde position, on a Silversea. Lui, il joue par intermittence depuis 8 ans, mais au départ de Vauthième, il a su passer d'un 28-23 à un 27-08. Cette run d'ailleurs, elle aurait pu détrôner Vauthième si Silver avait pas perdu 18 secondes en ratant un KG au chapitre 8. Entre ces 3 runners, il y a que 20 secondes d'écart, et ils le savent, l'un d'entre eux est proche de dépasser Vauthième. Alors, le 24 avril 2023... Yep. This took way too long. Way too long. I'm just speechless. I did not expect to get it on stream. Avec un fantastique chapitre 5 et en mourant pas au chapitre 8, Silver bat le record de Vauthième de 9 secondes. C'est un événement assez important pour le jeu au final, parce que ça faisait presque 4 ans que Vauthième était numéro 1, depuis son premier record en août 2019. Et le plus impressionnant, c'est que Silver a battu Vauthième sans la Chase Chain, qui fait gagner 13 secondes quand même. Après cette run, Silver va faire une pause pour aller jouer à la catégorie Glitchless, et pendant le mois suivant, l'un de ses adversaires va en profiter. Phoenix va tranquillement baisser son temps jusqu'à égaliser la run de Vauthième avec un 26-55. Walrus a beau avoir PB avec un 27-17, Phoenix est juste trop fort. Et le 21 mai 2023, il passe premier avec un 26-39. Cette run est juste parfaite en fait. Aucune erreur majeure, la Chase Chain au chapitre 2, et tout le reste des techniques qu'on a vues jusqu'à maintenant. Avec ce record franchement imbattable en poche, Phoenix va se tourner vers la catégorie 100%. Alors, on pourrait penser qu'encore une fois, on était parti pour des années d'attente. Mais seulement quelques mois plus tard, comme il y a 2 ans, la commu organise un nouveau tournoi. Parmi les participants, on a évidemment Phoenix et Silver, mais aussi d'anciennes têtes comme Rec et Vauthième. Alors les matchs se déroulent tranquillement, et le 7 octobre, ce sont Rec et Killshing qui s'affrontent. Et ce qui s'est passé pendant cette course, personne ne s'y attendait. Alright, Rec is going left side as you'd expect from him, having found Swing Fling. What? That- Just jumped to the right of the... Okay. Oh. What is Rec gonna go for here?
What? Oh, what? New swing. Well, What that the fuck? seems like the surprise. Donc là, t'as Rek qui, devant toute la communauté, utilise une stratégie absolument inconnue. Et je vais tenter de te l'expliquer. En gros, Rek commence par mourir volontairement. Quand il réapparaît, le jeu a reset la valeur de sa hauteur à 0. Alors que non, les égouts ils sont situés en dessous de 0 justement. Tant qu'il saute pas, la valeur reste à 0. Donc Rek retourne en arrière, descend et utilise un springboard. Tu sais, les sortes de caisses rouges qui permettent de se projeter en hauteur. À ce moment-là, le jeu est toujours persuadé qu'on est à hauteur 0. Alors qu'en fait on est à, je dis n'importe quoi, moins 1000. Et en faisant un wall run juste après ça, ça provoque un glitch. Et on se fait projeter bien plus haut que la normale. Cette strat s'appelle le flingboard et elle fait gagner environ 4 secondes. Face à cette découverte, la communauté est choquée. Clairement, Rek a bossé en secret. Et en vrai, ce serait drôle que ce soit pas sa seule trouvaille, non? On regarde la run suivante? The death there is very short. So What is Rek doing now? what is This has to be the new thing, right? this is new canals, I guess. Comes back to the game, immediately finds Kick. 2 new. Oh, you've got to be kidding me. Wow. Holy shit. Oh my god. What is that? That's not that difficult, huh? Cette fois-ci, c'est 10 secondes de gagner avec cette version plus rapide de Canal Skip appelée Takanoli. Rek m'a expliqué que c'est son ami Tacos qui l'avait trouvé 1 an plus tôt et qu'ils avaient gardé la strat secrète jusqu'à ce jour. Les réactions du staff face à ces découvertes sont vraiment drôles, mais il y en a quand même une qui ressort, non? Oh, what? The surprise. Holy shit. Oh my god. What is that? Ouais, clairement, Phoenix est au bord de l'AVC. Alors, une fois le live terminé, il lui reste plus qu'une chose à faire. En plus des 2 nouvelles strats de Rek, Phoenix utilise le Fire Skip qui fait gagner 5 secondes. En gros, ça permet d'attendre l'explosion juste à côté de la porte, au lieu de la cachette, un peu plus loin. Mais c'est super risqué et random, il y a 50% de chances de crever. Après ce 26-23, Phoenix n'est pas vraiment convaincu. En fait, la run est pire que son record d'avant, c'est les nouvelles techniques qui l'ont sauvé. Il a raté Truck Bang et il y a plein d'erreurs de partout. Alors, le joueur commence à se poser la question. Est-ce qu'il est possible, ce sub 26 ? Mais même avec une run sans ces erreurs, ça semble très serré. Mais avec de la motivation, pourquoi pas ? Surtout qu'il est pas tout seul dans la course. Damn it, dude. 1 second off. Oh no. Depuis son retour pour le tournoi, Vautiem a repris les runs. Et il va caler un 26-24, 1 seconde plus lent que Phoenix. Et en plus, Silver est pas loin derrière avec un 26-37. Alors ouais, la course au sub 26 était officiellement lancée. Et il y a une découverte qui va grandement l'accélérer. Après les égouts, on doit normalement remonter cet immense trou avec des gouttières et des grues. Mais le 15 octobre, Arteri trouve une solution pour skip une bonne partie de ce passage et gagner 18 secondes. Ça s'appelle l'exit fling. Et en fait, ça fonctionne exactement pareil que le flingboard dont on a parlé avant. On meurt, puis on se projette tout en faisant un wall run. Comme notre hauteur est en réalité négative, le jeu nous envoie jusqu'à 0. 4 jours plus tard, Phoenix bat le record avec un 26-16. Mais la run est vraiment pas dingue. Il est mort, et surtout, il s'est fait softlock en utilisant trop le use glitch, comme Floobs, tu te souviens ? Mais ce qui sauve ce record, c'est l'exit fling. Je rappelle que ça fait gagner 18 secondes, c'est énorme. Dans sa run, on trouve aussi la boat chain, que Phoenix a décidé d'ajouter à ses runs depuis quelques jours. En gros, c'est un moyen plus rapide de faire le boat skip, mais en passant par derrière ces bâtiments pour atteindre la barrière.
on gagne environ 4 secondes sur le bot skip classique. Alors, il n'y a plus de doute. Sans erreur, le sub 26 est à sa portée. Et le 20 octobre au matin, il lance son live devant, entre autres, Rek, Walrus et Silver. Let's f***ing go! Holy shit! Let's f***ing go! Sub 240 chapter 9, sub 26 80%. Whew! Et là, on arrive plus ou moins à la fin de notre histoire. Entre le sub 26 et aujourd'hui, le record n'a baissé que de 20 secondes. Et c'est toujours Phoenix qui est en tête. Pour lui, on pourrait encore descendre le record d'une vingtaine de secondes, mais le sub 25 semble impossible pour le moment. Face au manque de découvertes sur ces 2 dernières années, les joueurs se sont plutôt concentrés sur d'autres catégories comme le glitchless et le 100%. Aujourd'hui, Silver a dépassé Vautième, devenant la 2e personne à passer sous les 26 minutes. Quant à Phoenix, il m'a confié avoir accompli tout ce qu'il souhaitait sur Mirror's Edge et être passé à autre chose. Mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré découvrir ces runs. Merci à Allskern d'avoir une nouvelle fois sponsorisé cette vidéo. Face a clairement été séduite par l'esthétique, la qualité et l'unicité des produits. Alors pourquoi pas vous ? Vous trouverez en description et commentaire épinglé un lien vers les produits et avec le code SKY, vous pourrez bénéficier de 15% de réduction sur toute la boutique. Clairement, cette vidéo a été complexe à mettre en place, mais quelle folie ce jeu. Depuis la première run de Weather en 2013, le chemin parcouru est juste zinzin. Et même si l'histoire principale de ce speedrun semble déjà derrière nous, j'ose espérer que les runners continueront de faire vivre Mirror's Edge. Merci à Goop Soup et Glost, 2 runners français qui m'ont beaucoup aidé. Et aussi, merci à Rek, Phoenix et Vautième avec qui j'ai pu discuter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!